Je m'appelle Tori Ingram. J'avais 32 ans quand ma famille a découvert la vérité sur ce que j'avais fait ces 2 dernières années. Je me souviens de ce moment dans le jardin de ma mère, entouré de 60 personnes que je n'avais pas vues depuis mes 26 ans. Des nappes blanches, des guirlandes lumineuses, une bannière qui disait de 25 ans. La fête d'anniversaire de ma mère, celle à laquelle je n'avais jamais été invité. Son téléphone a commencé à sonner avant même que j'atteigne la table des desserts. Puis il a sonné encore, et encore. Pendant 3 jours d'affilée, il n'a pas arrêté. Vous voyez, pendant 2 ans, ma mère a raconté à chaque membre de notre famille que j'étais enfermé dans un centre de désintoxication. Mes tantes envoyaient des lettres de sympathie. Mes cousins chuchotaient derrière des portes closes. Les voisins apportaient des plats sur le porche de ma mère, comme si quelqu'un était mort. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Je n'avais jamais touché à la drogue de ma vie, et dans 48 heures, chaque personne à cette table allait découvrir ce que j'avais fait à la place. Bienvenue sur Calm Drama Stories. C'est la chaîne où des gens ordinaires partagent des moments de vérité extraordinaires, ceux qui changent tout. Si c'est votre première fois ici, laissez un commentaire et abonnez-vous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre ma famille, il faut comprendre l'équation. Nous étions 4 dans cette maison. Ma mère Diane, son second mari Glenn, mon frère aîné Derek, et moi. Diane a épousé Glenn quand j'avais 8 ans. Derek en avait 11. Glenn a apporté la stabilité, un salaire régulier du bureau du greffier du comté, un prêt immobilier à leurs 2 noms, et un talent pour ne jamais être en désaccord avec ma mère sur quoi que ce soit. Il était le genre d'homme qui hochait la tête au dîner et disait « Ta mère c'est mieux que personne », chaque fois que je lui posais une question directe. Derek était la star. Il l'avait toujours été, capitaine de l'équipe de baseball au lycée, élu le plus susceptible de réussir, ce qui, dans notre petite ville de Géorgie, signifiait qu'il serrait bien les mains et qu'il était élégant en cravate. Ma mère gardait ses trophées sur la cheminée du salon. Elle les astiquait tous les dimanches. J'étais l'autre. Silencieuse, de bonnes notes, mais pas le bon genre de bonnes notes. Les maths et l'informatique, au lieu des sports et des clubs sociaux. Diane disait que j'étais trop sérieuse pour mon propre bien. Au dîner, elle passait 20 minutes à raconter à Glenn les projets de week-end de Derek, puis elle me regardait et disait « Et toi, Tori ? Quelque chose de neuf ?» Mais elle n'attendait jamais la réponse. Pas une seule fois. J'ai appris jeune que dans ma famille, il y avait des gens qui comptaient, et des gens qui étaient présents. Derek comptait. J'étais présente. Glenn ne la corrigeait jamais. Il se servait un peu plus de thé glacé et changeait de sujet, parlant de la météo ou du football. En 24 ans, je ne l'ai jamais entendu prononcer mon nom sans que ma mère ne le dise en premier. Mais il y avait une personne dans ma famille qui me voyait. Qui me voyait vraiment. Ma grand-mère, Ruth Kessler, mesurait un m57 et se comportait comme si elle était la maîtresse des lieux. Elle avait dirigé un petit cabinet comptable depuis son garage pendant 31 ans, s'occupant des impôts de la moitié du comté. Chaque mois d'avril, sa table de cuisine disparaissait sous des piles de formulaires W2 et d'enveloppes de reçus. Ruth était la mère de Diane. Mais les 2 femmes n'auraient pas pu être plus différentes. Là où Diane se donnait en spectacle, Ruth travaillait en silence. Là où Diane avait besoin de l'approbation de tout le monde, Ruth avait besoin d'un crayon bien taillé et d'un grand livre propre. Elle a commencé à m'apprendre l'argent quand j'avais 12 ans. Pas avec de grands discours, mais par petites touches. Tori, l'argent que tu gagnes toi-même est un argent que personne ne peut te prendre. Elle a dit ça un mardi après-midi, tout en équilibrant les comptes d'un client. Je m'en souviens car il pleuvait, et le garage sentait le papier mouillé et le café. Quand j'ai eu 16 ans, elle m'a donné sa montre de poche. Elle était petite et en laiton, du genre qu'on attache à une chaîne de gilet. Le dos était gravé d'initiales dont je n'ai jamais connu l'histoire. J'ai essayé de la refuser. Grand-mère, c'est trop beau pour moi. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Rien n'est trop beau pour toi, ma chérie. Tu te souviendras de ça. Je l'ai accroché à la sangle de mon sac à dos, je l'ai porté tout au long du lycée, et de l'université. Elle a cessé de donner l'heure exacte vers ma 2e année de fac, mais je n'ai jamais remplacé la pile. Ce n'était pas le but. Ruth a mentionné une fois, environ 6 mois avant sa mort, qu'elle s'était occupée de tout. Elle m'a tapoté la main et a dit que je ne devais pas m'inquiéter pour l'avenir.
J'ai supposé qu'elle parlait de conseils de vie, de sagesse de grand-mère. Je ne savais pas qu'elle parlait d'argent. Ruth est morte un mardi de mars. Un AVC. Elle avait 74 ans. Un instant, elle organisait des reçus dans son garage, l'instant d'après, un voisin l'a trouvée par terre à côté de son bureau, le téléphone encore à la main. J'avais 22 ans, je terminais mon dernier semestre d'informatique à l'Université d'État de Géorgie. J'ai conduit 4 heures pour les funérailles, dans une voiture avec un pare-brise fissuré et un demi-réservoir d'essence. L'église était pleine. Ruth s'était occupée des impôts de la plupart des gens assis sur ses bancs. Le pasteur a dit qu'elle était une femme de précision et de principe. Il avait raison sur les 2 points. Diane était assise au premier rang et pleurait plus fort que tout le monde. Elle tenait le bras de Glenn et secouait la tête lentement, comme le font les gens qui veulent que l'on remarque leur chagrin. Derek était assis à côté d'elle, la main sur son épaule. J'étais assise 2 rangs derrière, faisant tourner la montre de poche dans ma paume. Après la cérémonie, Diane m'a prise à part sur le parking. Je m'occuperai de tout pour la succession de ta grand-mère, la paperasse, les comptes. Toi, concentre-toi sur la fin de tes études. J'ai hoché la tête. J'étais en deuil. J'étais épuisé. Je lui ai fait confiance. 3 mois plus tard, j'ai obtenu mon diplôme en informatique, avec une mineure en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Diane n'est pas venue à la cérémonie. Elle a dit que la route était trop longue. Derek était occupé. Glenn avait un événement professionnel. J'ai traversé cette scène seul, tenant mon diplôme dans une main et la montre de poche de Ruth dans l'autre. J'ai accepté un poste dans une entreprise de logistique de la chaîne d'approvisionnement à Atlanta, 2 semaines plus tard. Poste de débutant, 38 000 € par an. Je ne le savais pas à l'époque, mais ma mère avait déjà commencé à dépenser ce qui m'appartenait. L'entreprise de Derek a duré 11 mois. Il a ouvert un magasin de meubles en ligne l'année après mon diplôme. Des tables de salle à manger sur mesure, des étagères en bois de récupération, le genre de choses qui ont l'air bien sur un site web, mais qui nécessitent un véritable savoir-faire artisanal et une gestion des stocks, 2 domaines pour lesquels Derek n'avait jamais montré le moindre intérêt. En 6 mois, il devait 47 000 €. Des factures de fournisseurs, un bail d'entrepôt qu'il ne pouvait pas résilier, des dettes de cartes de crédit qu'il avait cachées à sa femme. Un soir, Diane a appelé Glenn dans la cuisine. Ça, je l'ai appris plus tard, en reconstituant les pièces du puzzle à partir de relevés bancaires, et d'une conversation honnête avec Margot. Elle a dit à Glenn qu'il devait aider Derek. Il va tout perdre. Glenn a posé la question évidente, avec quel argent? Diane n'a pas répondu tout de suite. Elle a ouvert un dossier sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur se trouvait le document de fiducie que Ruth avait établi 3 ans avant sa mort. Une simple fiducie révocable, 40 000 € affectés à mon nom, pour l'éducation, le logement, ou ma propre entreprise. Ruth avait nommé Diane comme fiduciaire, parce qu'elle faisait confiance à sa fille. Ce fut la plus grosse erreur qu'elle ait jamais faite. Diane a contacté l'administrateur de la fiducie. Elle a rempli des papiers prétendant une urgence médicale pour le bénéficiaire. Elle a signé de son nom en tant que fiduciaire. 40 000 € ont été transférés sur un compte courant, puis ont servi à payer les dettes de l'entreprise de Derek, en moins de 72 heures. Personne ne m'a rien dit. Ni Diane, ni Glenn, ni Derek, qui a accepté l'argent comme il acceptait tout, comme quelque chose qui lui était dû. La fiducie a été vidée avant même que je sache qu'elle existait. La planification minutieuse de Ruth, ses 31 années à s'occuper des impôts et à économiser de l'argent, sa promesse silencieuse qu'elle s'était occupée de tout cela s'est dissous dans le site web de meubles en faillite de Derek, et je n'en avais aucune idée. 2 ans après avoir commencé mon travail à Atlanta, j'ai commencé à penser à la succession de Ruth. Pas parce que quelqu'un me l'avait dit, mais parce que je gagnais assez bien ma vie pour envisager d'acheter un petit appartement, et je me suis souvenu que Ruth avait dit qu'elle s'était occupée de tout. J'ai appelé Diane un samedi matin. Maman, est-ce que grand-mère m'a laissé des papiers? Un compte d'épargne, peut-être? Elle a mentionné une fois qu'elle avait mis quelque chose en place. Il y a eu une pause. Le genre de pause qui dure 3 secondes, mais qui vous dit tout. Ta grand-mère n'a rien laissé d'important, Tori. Elle avait des frais médicaux. Tu sais ce que c'est. Je savais ce que c'était. Ruth avait été en bonne santé toute sa vie jusqu'à l'AVC. Elle n'avait pas de frais médicaux.
Elle avait un garage plein de classeurs organisés, et la réputation de payer chaque facture en 48 heures. Quelque chose n'allait pas. J'ai passé les 2 semaines suivantes à passer des appels que j'aurais probablement dû passer des années plus tôt. Le bureau d'homologation du comté, la banque de Ruth, et finalement un avocat spécialisé en succession, David Phelps, qui facturait 150 € pour une consultation de 30 minutes. David a trouvé la fiducie en 20 minutes. 40 000 €. Bénéficiaire, Victoria Ingram. Fiduciaire, Diane Ingram-Holt. Statut, entièrement décaissé. Décaissé pourquoi, ai-je demandé. Urgence médicale. C'est ce que disent les papiers. Je suis restée assise dans son bureau longtemps après qu'il ait dit ça. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée là, tenant la montre de poche de Ruth sur mes genoux, faisant le calcul. 40 000 €. 11 mois de magasin de meubles de Derek. Une urgence médicale qui n'a jamais eu lieu. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Elle n'a pas répondu. Elle a répondu la deuxième fois que j'ai appelé, 3 jours plus tard. Je lui ai dit que je savais pour la fiducie. Je lui ai dit que j'avais parlé à un avocat. Je lui ai demandé directement où était passé l'argent. Tori, tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Je suis rentré en avion ce week-end-là. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où Diane énumérait les exploits de Derek pendant que je mangeais en silence. Glenn était là. Derek était là. Diane les avait appelés tous les deux. 3 contre 1. J'aurais dû m'y attendre. Comment oses-tu m'accuser de vol? A dit Diane, les larmes coulant déjà. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Après tout ce que j'ai sacrifié quand ta grand-mère était malade. Grand-mère n'était pas malade, ai-je dit. Elle a eu un AVC. Elle est morte le jour même. Glenn a posé sa main sur la table. Ta mère a tout fait pour toi, Tori. Absolument tout. J'ai regardé Glenn. 24 ans. Et c'était la plus grande conviction que j'ai jamais entendue dans sa voix. Il défendait le mensonge. Pas moi. Jamais moi. Derek s'est penché en arrière sur sa chaise. Tu ramènes toujours tout à l'argent. C'est épuisant. J'ai regardé mon frère, l'homme qui avait pris les 40 000 € que ma grand-mère avait mis de côté pour moi, les avait dépensés dans une entreprise qu'il avait menée à la faillite, et n'en avait jamais parlé une seule fois. 3 personnes, une table, un front uni. J'ai compris alors que je n'allais pas gagner cette discussion. Pas ici, pas avec eux. L'équation était contre moi. Je me suis levé de table. J'ai plié ma serviette, et je suis sorti par la porte d'entrée. Je ne l'ai pas claqué. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis juste parti. C'était la dernière fois que je parlais à ma mère pendant 2 ans. 3 mois après avoir quitté cette cuisine, un email est arrivé de Jonas Bremet. Jonas était un ingénieur logistique allemand que j'avais rencontré à une conférence sur la chaîne d'approvisionnement à Chicago l'année précédente. Nous avions passé 45 minutes à débattre des algorithmes d'optimisation des itinéraires dans un bar d'hôtel. Il se souvenait de moi. Nous construisons quelque chose à Berlin, écrivait-il. Petite équipe, gros problème. J'ai besoin de quelqu'un qui pense en système. Intéressé? Le poste était celui de l'employé numéro 7 dans une start-up appelée Roadforge. Le salaire était inférieur à ce que je gagnais à Atlanta. La participation au capital était généreuse, mais la participation dans une entreprise de 7 personnes n'est qu'un chiffre sur le papier, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. J'ai dit oui en 48 heures. J'ai vendu ma voiture. J'ai fait 2 valises. J'ai résilié mon bail à Atlanta, et j'ai réservé un aller simple pour Berlin pour la 2e semaine de janvier. Avant de partir, j'ai fait 3 choses. J'ai bloqué le numéro de téléphone de ma mère. J'ai bloqué le numéro de téléphone de Derek. Je n'ai pas bloqué celui de Glenn, car Glenn ne m'avait jamais appelé de sa vie, et je ne m'attendais pas à ce qu'il commence. Le seul contact familial que j'ai gardé était tante Margot, la sœur cadette de Diane. Margot avait 52 ans, institutrice à la retraite à Savannah, et la personne la plus proche de la raison dans l'orbite des Ingram. Nous échangions des emails toutes les quelques semaines, courts, superficiels. Le travail va bien. Le temps est beau. Rien qui ne puisse remonter aux oreilles de Diane. Je n'ai pas dit à ma mère que je quittais le pays.
Elle avait perdu le droit de savoir. Le matin de mon départ, j'étais assise à la porte d'embarquement à Hartsfield-Jackson, tenant mon passeport dans une main, et la montre de poche de Ruth dans l'autre. J'avais 26 ans, et je ne possédais rien d'autre que 2 valises et une montre en laiton qui ne donnait pas l'heure. C'était suffisant. Voici la partie que je n'ai apprise que bien plus tard. Je la raconte maintenant car vous devez comprendre ce qui se passait de l'autre côté de l'océan pendant que je reconstruisais ma vie. La première fois que quelqu'un a demandé à Diane où j'étais, c'était tante Dorothy. Dorothy était la sœur aînée de Ruth, 81 ans, aussi affûtée qu'un contrôle fiscal, et le genre de femme qui posait des questions directes. Elle a appelé Diane 2 semaines après mon départ. Où est Tori? J'ai appelé son numéro d'Atlanta. Il est déconnecté. Diane aurait pu dire n'importe quoi. Elle aurait pu dire, elle a déménagé. Elle aurait pu dire, elle a pris un poste à l'étranger. Elle aurait pu dire la vérité. Que sa fille était partie après avoir découvert que le fonds en fiducie était vide. Au lieu de ça, elle a pleuré. Et puis elle a dit 5 mots qui allaient me suivre à travers un océan et jusque dans 60 boîtes aux lettres. Elle reçoit l'aide dont elle a besoin. Dorothy a marqué une pause. Quel genre d'aide? Désintoxication. La voix de Diane s'est brisée, juste ce qu'il fallait. Elle a un problème, Dorothy. Nous l'avons découvert l'année dernière. Glenn et moi avons géré ça en privé. En une semaine, toute la famille était au courant. Diane l'a dit à Margot. Glenn l'a confirmé lors d'un repas paroissial. Derek a posté dans le groupe de discussion familiale, « S'il vous plaît, gardez ma sœur dans vos prières. Elle traverse une période difficile. » Les lettres ont commencé à arriver chez Diane dans le mois qui a suivi. Des cartes avec des bordures florales. Des notes manuscrites sur du papier ligné. Cher Tori, nous pensons à toi. Cher Tori, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Cher Tori, ta mère est si courageuse d'être honnête à ce sujet. Diane les a toutes collectionnées. Elle les a empilées dans une boîte à chaussures sur l'étagère de mon ancienne chambre. 14 lettres au total. Elle n'en a jamais fait suivre une seule. Berlin en janvier, c'était comme arriver sur une autre planète. L'appartement était un 3 pièces sans ascenseur à Kreuzberg. Une pièce, une cuisine de la taille d'un placard, et une fenêtre qui donnait sur une cour où quelqu'un jouait de l'accordéon à des heures indues. Le chauffage fonctionnait par intermittence. La douche mettait 4 minutes à produire de l'eau chaude. J'ai tout de suite adoré. Route-Forge opérait depuis un entrepôt reconverti à mythe. Briques apparentes, sol en béton, 7 bureaux regroupés en cercle. Jonas avait écrit l'algorithme de routage original sur un tableau blanc qui occupait un mur entier. Le tableau blanc était toujours là quand je suis arrivé. Des formules à moitié effacées, des ronds de café dans les coins. L'équipe était petite et sérieuse. 2 autres ingénieurs, un concepteur de produits, un responsable des ventes, et Jonas. Personne ne m'a posé de questions sur ma famille. Personne ne m'a demandé d'où je venais, ni pourquoi j'étais parti. À Berlin, les gens respectaient le silence. Ils supposaient que vous aviez vos raisons. Le deuxième jour, Jonas m'a expliqué la dette technique dans la base de code. Elle était considérable. 3 ans de correctifs empilés sur une architecture de base qui avait été construite pour un produit complètement différent. Nous devons tout reconstruire, a-t-il dit. J'ai besoin de quelqu'un qui peut penser à ça comme à une chaîne d'approvisionnement. Entrée, sortie, flux. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à cartographier les dépendances. C'était comme le premier vrai travail que je faisais depuis des mois. À Berlin, je n'étais pas la fille difficile de Diane. Je n'étais pas la sœur gênante de Derek. Je n'étais pas la fille dont l'argent de sa grand-mère avait disparu. J'étais juste Tori, l'employé numéro 7, celle qui restait tard et posait les bonnes questions. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant. Les 6 premiers mois à Berlin ont été les plus solitaires de ma vie. Je travaillais de 14 à 18 heures par jour. Pas parce que quelqu'un me le demandait, mais parce que le code en avait besoin, et parce que rester seul dans mon appartement avec rien d'autre qu'une montre de poche en laiton et une seule lampe était pire. Je mangeais la même chose la plupart des jours. Un doner kebab du stand sur la Oranienstrasse. 3,50 €. L'homme qui le tenait a commencé à me reconnaître à ma commande. Extra oignon, pas de sauce, eau pétillante.
J'ai appris l'allemand lentement, assez pour faire les courses, lire les panneaux de signalisation, dire merci d'une manière qui ne faisait pas grincer des dents, mais pas assez pour avoir une vraie conversation. La nuit, je m'asseyais par terre dans mon appartement, le dos contre le mur, et je tenais la montre de poche de Ruth. Je la tournais dans mes mains, passais mon pouce sur les initiales gravées au dos. La montre ne donnait plus l'heure depuis des années, mais je la remontais quand même. Le cliquetis était ce que j'avais de plus proche d'une compagnie. Je pensais constamment à Ruth, à ce qu'elle dirait si elle pouvait me voir, si elle serait fière ou inquiète, si elle savait, à la fin, ce que Diane allait faire de la fiducie. Je ne pleurais pas. J'avais fait tout mon deuil à Atlanta. À Berlin, je travaillais. Un soir, un email de Margot est arrivé. Tu manques à tout le monde. Ta mère dit que tu vas bien. J'ai lu cette phrase 3 fois. Ma mère dit que tu vas bien. Qu'est-ce qu'elle avait bien pu dire à Margot? Que j'étais en cure de désintoxication? Que je me remettais? J'ai failli répondre pour demander, mais je me suis arrêté. Je n'étais pas prête à ouvrir cette porte. J'ai fermé mon ordinateur portable, et j'ai remonté la montre à nouveau. 8 mois plus tard, Routforge a failli mourir. Notre plus gros client, un réseau allemand de livraison de colis, a résilié son contrat après une fusion avec un concurrent. C'était 60% de nos revenus, partis en une seule conférence téléphonique. Le conseil d'administration a donné à Jonas 4 mois pour montrer de la croissance, ou fermer boutique. Jonas a convoqué une réunion d'équipe dans l'entrepôt à 7 heures du matin. Il s'est tenu devant le tableau blanc, a tout effacé, et a pris un marqueur. Nous avons 2 choix. Soit nous trouvons 3 nouveaux clients qui veulent ce que nous avons déjà construit, soit nous construisons quelque chose que personne d'autre n'a. J'y pensais depuis des semaines. Le système de routage que nous avions était bien pour les grandes flottes, mais la véritable lacune du marché était la livraison du dernier kilomètre. Le dernier tronçon, de l'entrepôt à la porte d'entrée. Personne n'avait réussi à le résoudre efficacement. Les itinéraires étaient trop complexes, les variables trop imprévisibles, météo, trafic, disponibilité des clients, retour. J'ai levé la main. J'ai une idée. J'ai passé les 45 minutes suivantes au tableau blanc, à dessiner une architecture que j'avais esquissée dans mon carnet depuis 3 mois. Un modèle d'apprentissage automatique entraîné sur des données de livraison réelles, superposé à un solveur de contraintes qui ajustait les itinéraires en temps réel. C'était l'intersection de tout ce que j'avais appris en chaîne d'approvisionnement et de tout ce que j'avais construit à Berlin. Jonas a fixé le tableau blanc. La pièce était silencieuse. Combien de temps pour le construire, a-t-il demandé. 4 mois. Si j'ai un ingénieur de plus. Il m'en a donné 2. Nous avons commencé la reconstruction cet après-midi-là. 4 mois plus tard, nous avions un prototype fonctionnel. Dans les 6 semaines suivant le lancement, 3 nouveaux clients ont signé. Les revenus ont doublé. Le conseil d'administration a prolongé le financement pour 18 mois. Jonas m'a appelé dans son bureau un vendredi. Il a dit qu'il voulait parler de mon titre. Je veux que tu sois cofondatrice et directrice de la technologie, a dit Jonas. Il a fait glisser un document sur son bureau. Restructuration du capital, 12% de participation, un siège d'observateur au conseil d'administration, mon nom sur l'enregistrement de la société à côté du sien. J'ai lu chaque page, non pas parce que je ne faisais pas confiance à Jonas, mais parce que Ruth m'avait appris qu'il fallait lire chaque page, à chaque fois. Sans exception. J'ai signé dans le même entrepôt où j'avais commencé en tant qu'employé numéro 7. Le tableau blanc derrière Jonas portait encore des traces de l'algorithme original qu'il avait écrit 3 ans plus tôt, sous mes croquis d'architecture, l'ancien et le nouveau, superposés. Ce soir-là, j'ai envoyé un email à Margot. Je l'ai gardé bref, comme toujours. Le travail se passe très bien. J'ai eu une sorte de promotion. Comment vas-tu? Margot a répondu le lendemain matin. Oh, Tori, je suis si contente. Ta mère sera soulagée. Je me suis arrêté de faire défiler, je l'ai relu. Ta mère sera soulagée. Que veux-tu dire par soulagée? Ai-je répondu. 20 minutes ont passé, puis 1 heure. Puis Margot a répondu, et son message était plus court que d'habitude. Je veux juste dire qu'elle s'inquiète pour toi. Tu sais comment elle est. Oui, je savais comment elle était. C'était précisément le problème. Diane ne s'inquiétait pas, Diane gérait. Elle gérait Glenn.
Elle gérait Derek. Elle gérait la liste des cartes de Noël. Et elle gérait la version de la réalité qui la faisait paraître comme la meilleure mère de la pièce. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir, comme on sent un changement de pression atmosphérique avant une tempête. Pas encore visible, mais là. J'ai fermé mon email. Je suis retourné au travail. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce mot. Soulagé. Comme si ma mère savait quelque chose sur ma situation que j'ignorais. Avant que je vous dise ce que tante Margot a dit ensuite, si vous avez déjà été la seule personne de votre famille dont l'histoire a été réécrite sans votre permission, laissez un commentaire. Je veux vous lire. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous. Vous ne voulez pas manquer ce qui va se passer à cette fête d'anniversaire. 3 semaines après cet échange de mai, Margot m'a envoyé un colis. Pas un email, un colis physique, expédié de son adresse à Savannah à mon appartement à Berlin par courrier international. Il est arrivé dans une enveloppe matelassée en manille, avec beaucoup trop de rubans adhésifs. À l'intérieur se trouvaient 14 lettres. Des cartes avec des fleurs séchées sur les couvertures, des notes manuscrites sur du papier à lettres lignées, une carte de sympathie avec une colombe, une carte postale de l'oncle Franck avec une écriture noire penchée vers la droite. Une lettre de 2 pages de tante Dorothy sur du papier couleur crème qui sentait légèrement la lavande. Chacune d'entre elles m'était adressée. Chacune avait été postée à la maison de Diane, et chacune contenait une version du même message. Cher Tori, je prie chaque nuit pour ton rétablissement. Cher Tori, il n'y a pas de honte à se faire aider. Cher Tori, ta mère est si forte. Je ne sais pas comment elle fait. Je suis restée assise par terre dans mon appartement à 2 heures du matin, à les lire une par une. Mes mains étaient stables. Ma respiration était régulière. Mais quelque chose à l'intérieur de ma poitrine était devenu très silencieux. Comme une pièce devient silencieuse avant que quelqu'un ne parle. Margot avait inclus une note. 3 phrases. J'ai trouvé ça dans ton ancienne chambre quand j'ai rendu visite à Diane le mois dernier. Elle ne te les a jamais envoyés. Tori, ta mère n'arrête pas de dire que tu reçois l'aide dont tu as besoin. Mais es-tu vraiment en cure de désintoxication? 14 lettres. 14 personnes qui pensaient que j'étais une toxicomane, et pas une seule d'entre elles ne m'avait demandé. J'ai posé les lettres sur le sol, côte à côte, comme des preuves dans une affaire que je ne savais pas que j'étais en train de construire. J'ai appelé Margot le lendemain matin, en appel vidéo. Il était 9 heures du matin à Berlin, 3 heures du matin à Savannah, et Margot a décroché à la 2e sonnerie, car elle était déjà réveillée, à attendre. Elle a d'abord vu mon visage, puis le bureau derrière moi. Des moniteurs, des tableaux blancs, un bureau debout avec une tasse de café sur laquelle était écrit « Routforge » en lettres bleues. « Oh mon Dieu » a-t-elle dit. « Tu es au travail. »« Je suis au travail, tante Margot. Je suis au travail depuis 18 mois à Berlin, dans une entreprise technologique. » Sa main est allée à sa bouche. « Tu n'es pas en cure de désintoxication ? » Je n'ai jamais été en cure de désintoxication. Je n'ai jamais consommé de drogue. Pas une seule fois dans ma vie. Margot a commencé à pleurer. Pas le genre de pleurs théâtraux, comme ceux de Diane. Le genre où vos épaules tremblent, et vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle m'a tout raconté. Comment Diane avait d'abord appelé Dorothy, puis Margot, puis l'oncle Franck, puis les voisins. Comment Glenn l'avait confirmé lors d'un repas paroissial. Comment Derek avait posté dans le groupe de discussion familiale, demandant à tout le monde de prier. Elle le disait à chaque dîner de famille, a murmuré Margot. Thanksgiving, Noël, le brunch de Pâques. Chaque fois que quelqu'un posait des questions sur toi, elle prenait cet air et disait, elle reçoit l'aide dont elle a besoin. 2 ans, chaque fête, chaque réunion, les mêmes 5 mots, livrés avec le même tremblement étudié dans la voix. J'ai posé une question à Margot. Est-ce que quelqu'un a essayé de me contacter directement? Quelqu'un a-t-il appelé mon téléphone, envoyé un email? Margot est restée silencieuse un long moment. Diane nous a dit de ne pas le faire. Elle a dit que le centre de traitement conseillait de n'avoir aucun contact extérieur pendant la convalescence. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Ma mère n'avait pas seulement menti à mon sujet. Elle avait construit un mur autour du mensonge, pour que personne ne puisse l'escalader et trouver la vérité. Ne dis pas à ma mère que tu m'as parlé, Margot. Pas encore.
La chose suivante que j'ai faite a été d'appeler David Phelps, l'avocat spécialisé en succession à Atlanta. Je ne lui avais pas parlé depuis 2 ans, mais il se souvenait de moi. Il se souvenait de la fiducie. J'ai besoin que vous sortiez à nouveau les registres de décaissement, ai-je dit. Spécifiquement le code de motif sur le formulaire de déblocage. David a rappelé 48 heures plus tard. Urgence médicale. Le formulaire indique urgence médicale pour le bénéficiaire. C'est vous. Je sais que c'est moi. Il n'y a pas eu d'urgence médicale. Je regarde la date, a dit David. Le décaissement a été traité 11 mois avant que votre mère ne commence à dire aux gens que vous étiez en cure de désintoxication. J'ai fait le calcul dans ma tête. L'entreprise de Derek a d'abord fait faillite. Diane a pris l'argent de la fiducie pour payer ses dettes, prétextant une urgence médicale qui n'a jamais eu lieu. Puis, des mois plus tard, quand j'ai disparu et que les gens ont commencé à poser des questions, elle a inventé l'histoire de la cure de désintoxication. Mais voici ce qui a rendu la situation pire. Le mensonge de la cure de désintoxication n'était pas seulement une couverture pour mon absence. C'était une justification rétroactive pour le décaissement de la fiducie. Si Tori était toxicomane, alors bien sûr qu'il y avait une urgence médicale. Si Tori avait besoin d'une cure, alors bien sûr que l'argent avait été dépensé pour le traitement. Le mensonge protégeait le vol. Le vol finançait le mensonge. Ma mère avait construit une boucle fermée. Un crime expliquait l'autre. Et tant que personne ne me parlait directement, tout tenait ensemble comme une boîte verrouillée. Je me suis assise à mon bureau au siège de Route-Forge après cet appel. Le reste de l'équipe était rentré chez lui. L'entrepôt était sombre, à l'exception de mon moniteur. J'ai fixé la carte logistique sur mon écran. Des itinéraires, des nœuds, des flux, tout était optimisé. Le téléphone de ma mère n'avait pas encore sonné, mais je commençais à voir l'architecture de ce qu'elle avait construit. Et je savais comment les architectures se brisent. J'aurais pu faire une centaine de choses. J'aurais pu appeler chaque personne mentionnée dans ces 14 lettres et leur dire la vérité. J'aurais pu publier sur les réseaux sociaux des captures d'écran, des relevés bancaires, une chronologie de chaque mensonge que ma mère avait raconté. J'aurais pu rentrer en avion et la confronter devant toute la famille. Je n'ai rien fait de tout ça. Pas par peur, pas par faiblesse, mais parce que j'avais passé 26 ans à essayer de faire en sorte que ma mère me voie, et j'en avais fini de me donner en spectacle pour quelqu'un qui avait déjà décidé de ce que j'étais. Au lieu de cela, j'ai demandé à David Phelps d'envoyer une lettre de mise en demeure formelle, sur papier à en-tête juridique, en recommandé. Elle stipulait que le décaissement de la fiducie était frauduleux, qu'aucune urgence médicale n'avait eu lieu, et que Diane avait 45 jours pour commencer le remboursement intégral des 40 000 €. C'est tout. Pas d'appel téléphonique, pas de réunion de famille, pas de larmes à la table de la cuisine. Juste des documents, une procédure, juste la vérité écrite et signée. J'ai pris la pile de lettres de pitié et je les ai mises dans une boîte en carton sous mon lit. Toutes, sauf une, la lettre de Dorothy, celle de 2 pages, sur du papier couleur crème. Je l'ai pliée et l'ai glissée dans mon portefeuille, derrière ma carte de transport. Je ne savais pas pourquoi je la gardais. Pas à ce moment-là. Mais une partie de moi comprenait que le jour viendrait où j'en aurais besoin, où une salle pleine de gens aurait besoin de voir l'écriture d'une femme de 81 ans à qui l'on avait dit que sa petite nièce était toxicomane, par la personne en qui elle avait le plus confiance. Le travail a continué. La lettre de mise en demeure a été envoyée. Diane n'a pas répondu. Je n'ai pas relancé. Il n'y avait plus rien à dire à quelqu'un qui avait déjà décidé de ne pas m'entendre. 8 mois après que la lettre de mise en demeure soit restée sans réponse, Route-Forge a clôturé son tour de financement de série B 47 millions €, mené par un fonds de capital risque basé à Berlin, avec un co-investissement d'un conglomérat logistique des Pays-Bas. Notre plateforme de livraison du dernier kilomètre opérait désormais dans 11 villes en Allemagne, en Autriche et dans la région du Benelux. Nous étions passés de 7 employés dans un entrepôt à 93, répartis dans 3 bureaux. J'avais 31 ans, et mon nom figurait sur 12% d'une entreprise évaluée à 47 millions €. La semaine suivant l'annonce du financement, Jonas m'a transféré un email. Un journaliste de Forbes Europe voulait faire un portrait de l'entreprise. Plus précisément, le journaliste voulait interviewer la cofondatrice qui avait reconstruit la plateforme à partir de zéro, pendant le virage qui a failli nous être fatal. C'était moi. Jonas m'a regardé de l'autre côté du bureau.
Ils veulent des photos, ton nom complet, tout le tout team. Ce sera dans l'édition imprimée et en ligne. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Un article avec mon nom complet et ma photo serait visible par quiconque me chercherait. Ma mère, mon frère, chaque cousin et tante qui avaient envoyé une carte de sympathie à une toxicomane qui n'existait pas. J'ai regardé la montre de poche de Ruth sur mon bureau. J'avais commencé à la garder là après la série A, appuyée contre mon moniteur, comme une boussole en laiton pointant vers un endroit que je ne pouvais nommer. C'est un problème, a demandé Jonas. Non, ai-je dit. Ce n'est plus un problème. J'ai accepté l'interview cet après-midi-là. Je n'ai pas appelé Margot. Je n'ai prévenu personne. Je n'avais pas planifié cela comme une vengeance, une révélation, ou une justification. J'avais simplement cessé de me cacher d'un mensonge que je n'avais jamais raconté. Si la vérité devait éclater, elle éclaterait selon ses propres termes. Pas les miens, pas ceux de Diane, juste les faits. L'interview de Forbes a eu lieu un mercredi après-midi dans nos bureaux de Berlin. La journaliste s'appelait Clara Reinhardt. Elle était minutieuse, professionnelle, et posait le genre de questions qui vous faisaient réfléchir avant de répondre. Le photographe s'est installé dans un coin du bureau, profitant de la lumière naturelle des fenêtres de l'entrepôt. Ils m'ont demandé de me tenir près du tableau blanc, l'original, toujours couvert de l'écriture de Jonas et de mes schémas d'architecture superposés. Clara m'a interrogé sur mon parcours. Je lui ai donné la version vraie et complète, sans être dramatique. J'ai grandi en Géorgie, j'ai étudié l'informatique, j'ai travaillé dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement à Atlanta, puis j'ai déménagé à Berlin pour construire quelque chose. Elle a demandé ce qui me motivait. J'ai répondu, l'efficacité, la capacité de réduire le gaspillage dans un système, de faire fonctionner quelque chose de manière plus propre et plus rapide qu'auparavant. Elle a noté cela. Elle a demandé si ma famille me soutenait. J'ai marqué une pause d'exactement 1 seconde. Ma grand-mère me soutenait. Elle est décédée il y a quelques années. Elle m'a tout appris sur le fonctionnement de l'argent. Le photographe m'a demandé de regarder vers la fenêtre. Clic, clic, clic. Je me suis demandé brièvement à quoi ressembleraient ces photos sur une page, si elles ressembleraient à quelqu'un qui avait passé 2 ans à être décrite comme une toxicomane par sa propre mère. L'interview a duré 90 minutes. Clara m'a serré la main à la fin et a dit que l'article paraîtrait dans le prochain numéro de Forbes Europe, dans la section 31h35, en version imprimée et numérique. Mon nom complet, ma photo, l'histoire de l'entreprise. La journaliste a demandé, qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai répondu, l'efficacité. La vérité était quelque chose que je ne pouvais pas expliquer dans un magazine. L'article a été mis en ligne un mardi matin, à 8h45, heure d'Europe centrale. Je connais l'heure exacte car j'étais assise à mon bureau avec une tasse de café quand mes notifications LinkedIn ont commencé à arriver. D'abord 1, puis 5, puis 40. À l'heure du déjeuner, j'avais plus de 300 demandes de connexion et une douzaine de mails de personnes que je n'avais jamais rencontrées, me félicitant pour l'article. L'édition imprimée est arrivée en kiosque 2 jours plus tard. Ma photo était sur la couverture de la section, debout près du tableau blanc, les bras le long du corps, regardant vers la fenêtre. Le titre disait « L'ingénieure discrète qui a reconstruit une start-up mourante en un géant du dernier kilomètre ». J'ai lu l'article une fois. Clara avait fait un travail soigné. Elle s'était concentrée sur la technologie, le virage stratégique, les chiffres de croissance. Elle a mentionné brièvement mon parcours, petite ville de Géorgie, diplôme en informatique, expérience en chaîne d'approvisionnement à Atlanta. Elle a cité Jonas disant que j'étais la personne la plus disciplinée pour résoudre des problèmes avec qui j'ai jamais travaillé. Ma famille n'était pas mentionnée. Pourquoi l'aurait-il été? J'ai vérifié mes emails personnels vers midi. Rien de Diane. Rien de Glenn. Rien de Derek. Je ne m'attendais à rien. Il ne suivait pas Forbes Europe. Mais à 13h17, j'ai reçu un SMS de Margot. Tori, je viens de voir. Oh mon Dieu. J'ai fixé l'écran. Margot ne lisait pas Forbes. Quelqu'un le lui avait partagé, ce qui signifiait que quelqu'un dans la famille l'avait vu, ce qui signifiait que le compte à rebours avait commencé. 5 minutes plus tard, Margot a envoyé un deuxième message. Une seule ligne. La fête d'anniversaire de ta mère, c'est ce samedi.
J'ai posé mon téléphone, face contre le bureau. J'ai regardé la montre de poche de Ruth, appuyée contre mon moniteur. L'aiguille des secondes était figée, comme elle l'était depuis des années. Mais quelque part en Géorgie, quelque chose avait commencé à bouger. La fête du 25e anniversaire de mariage de Diane et Glenn était prévue pour le samedi. L'article de Forbes a été publié le mardi. Cela laissait 4 jours à Internet pour faire ce qu'Internet fait. Margot m'a appelé ce soir-là. C'est partout sur LinkedIn. Becca l'a partagé. Frank l'a partagé. Quelqu'un du bureau de Glenn l'a partagé. Ont-ils fait le lien, ai-je demandé. Pas encore. Mais Tori l'a faite. 60 personnes. Toutes les mêmes personnes qui pensent que tu es en cure de désintoxication. Ta mère leur raconte ça depuis 2 ans. Je suis resté avec cette pensée un moment. 60 invités, une fête d'anniversaire, du champagne, des guirlandes lumineuses, une bannière dans le jardin, et quelque part entre les apéritifs et les toasts, quelqu'un allait sortir son téléphone et dire « Attendez, c'est Tori, ça ?» As-tu été invité ? A demandé Margot. Non, bien sûr que non. Je suis censé être en traitement. Elle a marqué une pause. Est-ce que tu vas venir ? Je n'y avais pas pensé. Vraiment pas. Je n'avais aucun projet de prendre l'avion pour la Géorgie. Aucun plan pour débarquer à cette fête et tout révéler. L'article de Forbes parlait de mon travail. Ce n'était pas une arme. Il n'était pas conçu pour embarrasser qui que ce soit. Mais Margot a dit quelque chose qui a changé ma façon de penser. Tori, tu n'as pas besoin d'une invitation. Tu as besoin d'une entrée. Je suis resté silencieuse un long moment. Je ne vais pas faire de scène, Margot. Tu n'auras pas à le faire. L'article l'a déjà fait pour toi. J'ai réservé un vol ce soir-là, Berlin-Atlanta, un vol de nuit, arrivant le vendredi matin. Je n'ai pas dit à Jonas où j'allais. Je n'ai prévenu personne. J'ai juste sorti ma valise et commencé à la faire. Un blazer, un chemisier, la montre de poche de Ruth, et la lettre de Dorothy, toujours pliée dans mon portefeuille. L'hôtel était à 6 miles de la maison où j'avais grandi. Un Holiday Inn près de l'autoroute, avec des rideaux fins et un parking qui sentait l'asphalte chaud. Je me suis enregistré le vendredi matin, j'ai dormi jusqu'à midi, et j'ai passé l'après-midi à ne rien faire du tout. J'ai repassé mon chemisier dans la chambre d'hôtel, en coton blanc, sans motif. J'ai disposé le blazer gris que j'avais acheté à Berlin pour les réunions du conseil d'administration. Pantalon noir, ballerine simple. J'ai attaché la montre de poche de Ruth à mon poignet avec le bracelet en cuir que j'avais acheté à Kreuzberg. Elle ressemblait plus à un bracelet qu'à une montre maintenant, mais quiconque connaissait Ruth la reconnaîtrait. Je n'ai pas apporté de classeur de preuves. Je n'ai pas apporté d'imprimé du décaissement du fonds en fiducie. Je n'ai pas amené d'avocat, ni de discours, ni de liste de griefs. Je n'allais rien prouver à personne. Je n'allais pas me tenir devant 60 personnes et réciter ce que ma mère avait fait. J'allais juste me présenter. C'est tout. La vérité était déjà publiée. Elle avait un titre, une photo, et un tirage de 400 000 lecteurs. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Ce soir-là, je suis passé lentement devant la maison, comme une étrangère de passage. La bannière était déjà en place. Joyeux 25 ans, Diane et Glenn, en lettres argentées sur le porche d'entrée. Des chaises pliantes empilées dans l'allée, une camionnette de traiteur dans la cour latérale. J'ai continué ma route, retournant à l'hôtel. J'ai commandé un service en chambre, un sandwich à la dinde et une bouteille d'eau. J'ai mangé assise sur le bord du lit. Puis j'ai appelé Jonas. Souhaite-moi bonne chance. Il a ri. Tu n'as pas besoin de chance, Tori. Tu as les données. J'ai souri. C'était la première fois en 2 ans. Le samedi matin, j'avais l'impression d'être au bord de quelque chose. Pas d'une falaise, quelque chose de plus calme. Comme le moment avant d'ouvrir une porte que vous n'avez pas ouverte depuis des années, et vous ne savez pas à quoi ressemble la pièce. Je me suis réveillé à 6 heures, je me suis douché, habillé, je suis resté un long moment devant le miroir de l'hôtel à me regarder. Cheveux courts. Je les avais coupés à Berlin. Un carré court et net au menton, que Ruth aurait approuvé. Des yeux clairs, des mains stables. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui sortait de cure de désintoxication.
Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui avait besoin de lettres de pitié. Je ressemblais à quelqu'un qui avait construit quelque chose dans un entrepôt de l'autre côté du monde, ce qui était exactement ce que j'étais. La fête devait commencer à 18 heures. Cela me laissait 12 heures d'attente. Je les ai mal passées, à faire les 100 pas dans la chambre d'hôtel, à relire l'article de Clara Reinhardt sur mon téléphone, à vérifier mes emails à la recherche de messages de Diane qui n'allaient jamais arriver. À 16 heures, je suis allé dans un café à 3 pâtés de maison de la maison. Je me suis assise sur le parking, moteur éteint. J'ai regardé les voisins passer avec des plats couverts et des sacs à dos. J'ai vu le pick-up rouge de l'oncle Frank se garer dans l'allée. J'ai vu Derek arriver avec sa femme dans une berline argentée. Je regardais de derrière mes lunettes de soleil et je ne ressentais rien de dramatique. Pas de cœur qui s'emballe, pas de paume moite, juste une conscience plate et claire que j'étais sur le point d'entrer dans une pièce pleine de gens qui me prenaient pour quelqu'un que je n'avais jamais été. À 17h45, j'ai démarré la voiture, j'ai parcouru les 3 pâtés de maison, et je me suis garé dans la rue, à 2 maisons de là. J'ai pris une grande inspiration, j'ai vérifié la montre de poche à mon poignet, j'ai touché la lettre de Dorothy dans mon portefeuille. Puis je suis sorti de la voiture. Le jardin était exactement comme dans mes souvenirs, mais décoré. Des nappes blanches sur de longues tables pliantes. Des guirlandes lumineuses traversant de la véranda au chêne. Une playlist de rock classique doux jouant depuis une enceinte sur la balustrade. Une table de buffet le long de la clôture avec des plateaux en aluminium et un gâteau à 3 étages qui disait « 25 ans d'amour ». 60 personnes, peut-être plus. J'ai reconnu la plupart d'entre eux depuis le portail latéral où je me tenais, encore hors de vue. Oncle Frank dans sa chemise à carreaux habituelle, tenant une bière. Tante Dorothy en cardigan bleu, assise sur une chaise de jardin avec une assiette de mimosa sur les genoux. La cousine Becca, 24 ans, faisant défiler son téléphone. Diane se tenait près de la table du gâteau, robe bleu marine, cheveux fraîchement coiffés. Elle tenait un verre de vin blanc et riait de quelque chose que Glenn disait. Glenn portait un gilet et une cravate, ce que je ne l'avais jamais vu faire. Il avait l'air mal à l'aise. Derek se tenait à côté d'eux, le bras autour de sa femme, ressemblant à une photo de campagne. Une voisine s'est penchée vers Diane. « Comment va Tori ? Des progrès ?» Le visage de Diane a changé, prenant l'expression que j'imaginais qu'elle avait pratiquée de nombreuses fois. Des yeux doux, un léger froncement de sourcils, un sourire courageux. Elle est toujours en traitement. Nous essayons de ne pas la perturber. Les médecins disent qu'elle fait des progrès, mais ces choses prennent du temps. La voisine a hoché la tête avec sympathie. « Tu es une mère si forte, Diane. » Margot était assise à l'autre bout d'une table, près du portail, picorant un petit pain. Elle ne regardait pas Diane. Elle regardait le portail, parce qu'elle savait que j'arrivais, et elle était la seule. Ça a commencé avec Becca. Becca était la jeune cousine de la femme de Derek, 24 ans, coordinatrice marketing à Savannah, le genre de personne qui était sur LinkedIn comme la plupart des gens sont sur Instagram. Elle faisait défiler son fil d'actualité à la table des desserts quand elle s'est arrêtée net. Elle a incliné son téléphone, a zoomé sur une photo. Puis elle a levé les yeux, a regardé autour de la fête, et a de nouveau regardé son écran. « Attendez », a-t-elle dit à la femme à côté d'elle. « C'est Tori ?» La femme s'est penchée. « Quoi ? Tori Ingram, Forbes. Il est dit qu'elle est cofondatrice d'une société de logistique à Berlin. » Becca a brandi son téléphone. L'article de Forbes, ma photo, mon nom imprimé juste sous le titre. La femme a pris le téléphone, a lu pendant 10 secondes, puis a regardé Diane, qui discutait toujours près du gâteau, sans se douter de rien. En 3 minutes, 5 autres téléphones étaient sortis. Oncle Frank plissait les yeux sur son écran, le tenant à bout de bras. Dorothy avait demandé à la personne à côté d'elle de lire l'article à voix haute. 2 des collègues de Glenn du bureau du greffier cherchaient mon nom sur Google. Les chuchotements ont commencé sur les bords, et se sont déplacés vers l'intérieur, comme l'eau remplissant une pièce depuis les plaintes. Forbes. Berlin. Elle est cofondatrice. Évaluation de 47 millions d'euros. Attendez, je croyais qu'elle était en cure de désintoxication. Cette dernière phrase, je pouvais presque l'entendre de là où je me tenais, derrière le portail. Les 6 mots qui signifiaient que le mensonge de Diane, vieux de 2 ans, venait de rencontrer la réalité. Diane n'avait pas encore remarqué.
Elle remplissait son verre de vin, mais Franck la regardait maintenant, et son expression était passée de décontractée à quelque chose de plus dur, quelque chose qui ressemblait à de l'arithmétique. Et puis, le portail latéral s'est ouvert. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas marqué de pause pour faire de l'effet. J'ai juste franchi le portail latéral, comme on entre dans n'importe quelle pièce. Un pied, puis l'autre, d'un pas stable et régulier. Chemisier blanc, blazer gris, pantalon noir. La montre de poche de Ruth à mon poignet gauche, le laiton captant la lumière de fin d'après-midi. 60 personnes se sont tournées pour me regarder. Certains m'ont reconnu immédiatement. D'autres ont mis un moment. Quelques-uns n'avaient aucune idée de qui j'étais. Les amis du travail de Glenn, les voisins qui avaient emménagé après mon départ. Mais les gens qui me connaissaient, les tantes, les oncles, les cousins qui avaient signé ces lettres, ils me fixaient. Oncle Franck a posé sa bière. La fourchette de Dorothy s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Becca a de nouveau brandi son téléphone, regardant alternativement la photo de Forbes et la femme debout dans le jardin. La musique continuait de jouer. Ce détail m'est resté. Bruce Springsteen dans les enceintes, chantant des jours de gloire pendant que 60 personnes essayaient de comprendre pourquoi la toxicomane ressemblait à quelqu'un qui venait de sortir d'un magazine. Diane m'a vu en dernier. Elle était tournée, parlant à la voisine du gâteau. Elle s'est retournée parce que le jardin était devenu silencieux. Et quand elle m'a vu, le verre de vin dans sa main a tremblé. Pas tombé, tremblé. Tori. J'ai marché vers elle, ni vite, ni lentement. Je me suis arrêté à une distance confortable, assez proche pour parler, assez loin pour qu'elle ne puisse pas me prendre le bras. Salut, maman. Joyeux anniversaire. 60 personnes me fixaient. Aucune d'entre elles ne s'attendait à voir une toxicomane en blazer. Diane a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Elle a regardé Glenn. Glenn a regardé le sol. Je suis resté immobile et j'ai attendu. J'étais devenu très doué pour attendre. Oncle Franck a été le premier à s'approcher. Il a traversé la pelouse avec la lente délibération d'un homme qui choisit ses mots avec soin. Tori, a-t-il dit, tu as l'air merveilleuse. Il y avait de la confusion dans sa voix. Il me regardait comme on regarde quelqu'un qui devrait être ailleurs. Quelque part dans une institution. Merci, oncle Franck. Je vais bien. Tu vas bien? Il s'est arrêté. Becca est apparue à côté de lui, téléphone en main. C'est toi. Elle a tourné l'écran vers moi. Forbes Europe. Ma photo. Le titre sur Route Forge est la plateforme du dernier kilomètre. Il est dit que tu es cofondatrice d'une entreprise technologique à Berlin. J'ai regardé l'écran comme si je le voyais pour la première fois. Oui, c'est moi. La foule a bougé. Les gens se sont rapprochés. 3 autres téléphones sont apparus. Quelqu'un a lu à voix haute. Tori Ingram, 31 ans, a cofondé Route Forge après l'avoir rejointe en tant qu'employé numéro 7. Une femme du bureau de Glenn a levé les yeux de son téléphone. Attendez, c'est elle? Celle qui était en. Elle s'est interrompue, mais tout le monde a entendu ce qu'elle a failli dire. Le téléphone de Diane a vibré dans son sac à main sur la table. Puis il a vibré à nouveau. Un collègue de Glenn venait de lui envoyer le lien de l'article par SMS. Une voisine l'avait transféré depuis LinkedIn. Son téléphone commençait le marathon de 3 jours qu'il n'allait pas terminer. Diane a regardé Glenn. Son visage était devenu pâle d'une manière que le maquillage ne pouvait dissimuler. La mâchoire de Glenn était serrée. Il tenait le bouton de son gilet comme un homme se préparant à l'impact. Derek s'est avancé. Qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas encore regardé son téléphone. Il ne savait pas, regarde sur LinkedIn, a dit Becca. Elle n'a pas regardé Derek en le disant. Elle me regardait toujours. Dorothy s'est levée de sa chaise de jardin. Elle l'a fait lentement, comme le font les femmes de 81 ans, mais il n'y avait rien de fragile dans l'expression de son visage. Diane, a-t-elle dit, sa voix portant à travers le jardin. La musique s'était arrêtée. Quelqu'un avait éteint l'enceinte. Diane, tu nous as dit qu'elle était en cure de désintoxication. Le jardin est devenu silencieux. Pas un silence gêné. Un silence de tribunal. Diane a commencé à secouer la tête. Dorothy,
J'essayais de protéger. Tu nous as dit qu'elle recevait l'aide dont elle a besoin. La voix de Dorothy n'a pas vacillé. Pendant 2 ans, Diane, à chaque fête, à chaque appel téléphonique, elle reçoit l'aide dont elle a besoin. C'étaient tes mots exacts. J'ai sorti la lettre de mon portefeuille. Du papier couleur crème, plié en 3. L'écriture de Dorothy. Je l'ai ouverte et l'ai tenue pour que Dorothy puisse la voir. Cher Tori, ai-je lu, une seule ligne, juste une. Je prie chaque nuit pour ton rétablissement. Dorothy a regardé la lettre. Puis elle a regardé Diane. Puis elle m'a regardé à nouveau. Je n'ai jamais été en cure de désintoxication, tante Dorothy. Ma voix était stable, calme, du même volume que j'utilisais en réunion du conseil d'administration. Je n'ai jamais consommé de drogue, pas une seule fois. J'étais à Berlin, à construire une entreprise. Personne n'a parlé. Les guirlandes lumineuses se balançaient dans la brise. Le téléphone de Diane a encore vibré depuis son sac à main, et encore. Les yeux de Diane se sont remplis de larmes. Vous ne comprenez pas. J'essayais de protéger cette famille. Tu es juste parti, Tori. Tu es parti. Et tout le monde posait des questions, et je ne savais pas quoi dire. Tu aurais pu dire, elle a déménagé. Cette phrase a atterri comme une pierre dans l'eau calme. Simple, factuelle, dévastatrice. Parce qu'elle aurait pu. Elle aurait pu dire, elle a pris un travail. Elle aurait pu dire, elle est partie à l'étranger. Elle aurait pu dire la vérité. Mais la vérité ne faisait pas de Diane une mère courageuse et sacrificielle. La vérité faisait de Diane une femme dont la fille était partie, et Diane ne pouvait pas le supporter. Alors elle a choisi la cure de désintoxication. Elle a choisi de faire de moi un exemple à ne pas suivre, au lieu d'une personne qui était partie. Diane s'est tournée vers Glenn. Son visage s'effondrait, comme une structure s'effondre. Pas tout d'un coup, mais par étapes, une poutre de soutien à la fois. Dis quelque chose, Glenn. Glenn se tenait là, les mains le long du corps. Il a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Il a regardé le sol et a continué de le regarder. 25 ans à hocher la tête et à servir du thé glacé. Et c'était le moment où tout s'est finalement épuisé. Il n'a rien dit. Derek s'est avancé. Tori, c'est la fête de maman et papa. Tu es en train de la gâcher. Oncle Frank s'est tourné vers lui si vite que Becca a reculé d'un pas. C'est elle qui la gâche. Ta mère nous a menti à tous pendant 2 ans, Derek. Ce n'est pas si simple. Alors quand est-ce que c'est simple? Quand était le moment de nous dire la vérité? Derek n'avait pas de réponse. Sa femme a touché son bras, et il l'a repoussé. Le téléphone de Diane a encore vibré. Puis 3 fois de suite. Des voisins, des amis de l'église, des collègues de Glenn, des gens qui n'étaient pas à la fête mais qui avaient vu l'article de Forbes en ligne. Des gens qui avaient entendu l'histoire de la cure, et qui faisaient maintenant le même calcul que tout le monde dans le jardin. Diane a attrapé son sac à main sur la table. Le téléphone vibrait toujours à l'intérieur. Elle l'a pressé contre son ventre, comme si elle pouvait l'étouffer. Puis elle s'est retournée et a marché rapidement vers la maison, ses talons claquant sur les dalles du patio. Glenn l'a suivi. La moustiquaire s'est refermée derrière eux. Le jardin est resté silencieux un long moment. 60 personnes debout autour d'un gâteau qui disait « 25 ans d'amour ». Tenant des assiettes de nourriture que personne ne mangeait. Le téléphone de Diane continuait de sonner depuis l'intérieur de la maison. Nous pouvions tous l'entendre à travers la fenêtre de la cuisine. Il n'arrêtait pas. Je n'ai pas suivi ma mère à l'intérieur. Je n'étais pas venu ici pour la poursuivre. Je n'étais pas venu ici pour gagner une dispute ou forcer une confession. J'étais venu ici pour exister dans un espace dont elle m'avait effacé. C'était suffisant. Je me suis d'abord tourné vers Margot. Elle se tenait près du portail, pleurant silencieusement, serrant une serviette. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle m'a tenu longtemps. Puis j'ai marché vers Dorothy. J'ai posé ma main sur son épaule. Merci pour votre lettre, tante Dorothy. Elle a signifié plus que vous ne le pensez. Dorothy a pris ma main et l'a serrée. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. J'ai regardé Derek de l'autre côté du jardin. Il était seul près de la table du buffet, les bras croisés, la mâchoire serrée.
J'ai croisé son regard. Je n'ai pas dit un mot. Lui non plus. Puis je suis sorti par le portail latéral, de la même manière que j'étais entré. Dans la voiture, je suis resté assise 2 minutes, moteur éteint. Mes mains étaient sur le volant. Ma respiration était régulière. J'ai pensé à quelque chose que Diane m'avait dit 5 ans plus tôt, à la table de la cuisine, le jour où j'ai découvert le fonds en fiducie. Cet argent n'a jamais été destiné à quelqu'un comme toi. Elle avait raison sur un point. Je n'ai jamais été destiné à une famille comme la sienne. J'ai démarré la voiture, je me suis éloigné du trottoir, je suis retourné à l'hôtel avec les fenêtres baissées, l'air du soir de Géorgie sur mon visage. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Pas une seule fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que ce n'est pas seulement une histoire de vengeance. C'est l'histoire du moment où vous cessez de demander la permission d'exister. Si cela vous a touché, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire. Je les lis tous, un par un. Margot m'a appelé le lundi matin. Elle m'a fait le rapport, comme on donne un bulletin météo. Factuel, mesuré et implacable. Le téléphone de ma mère a sonné pendant 3 jours d'affilée. Elle n'a pas répondu une seule fois. Le groupe de discussion familiale a explosé le samedi soir, moins d'1 heure après mon départ. Becca a posté le lien de Forbes. Franck a posté une question. Quelqu'un était-il au courant de ça? Silence de Derek. Silence de Glenn. Silence de Diane. Le dimanche matin, Dorothy avait appelé directement 4 membres de la famille. Elle n'a jamais été en cure. Diane a tout inventé. L'information s'est propagée comme elle le fait dans les familles, rapidement, inégalement, et avec une fureur croissante. Derek a supprimé son message dans le groupe, vieux de 2 ans, demandant à tout le monde de prier pour moi. Il l'a fait discrètement, à 6 heures du matin, comme si personne ne le remarquerait. Becca a remarqué. Elle en a fait une capture d'écran avant qu'il ne disparaisse. Glenn m'a envoyé un email le lundi. 2 phrases. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. Il n'a pas expliqué ce qu'il aurait dû dire, ni quand, ni à qui. Mais c'était la première fois que Glenn communiquait directement avec moi sans que Diane ne soit dans la pièce. Et c'était quelque chose. Diane ne m'a pas contacté. Ni le lundi, ni le mardi, ni le reste de la semaine. Son silence était plus assourdissant que tout ce qu'elle avait jamais dit. Je suis retourné à Berlin le mercredi, assise à ma place à 35 000 pieds, regardant les nuages. Le téléphone de ma mère sonnait toujours quelque part en dessous de moi. J'ai fermé les yeux, et j'ai dormi tout le long du trajet. 6 mois ont passé. Routforge a ouvert un 2e bureau à Amsterdam. Nous avons embauché 40 nouveaux ingénieurs. La plateforme du dernier kilomètre s'est étendue à la France et au Portugal. Je passais la plupart de mon temps en réunion, ce qui était moins satisfaisant que de coder, mais plus nécessaire. Diane m'a envoyé une lettre. Pas un email, une lettre manuscrite de 4 pages, sur le même genre de papier à lettres lignées que ses amis avaient utilisé pour m'écrire des cartes de sympathie. Elle s'excusait. Elle expliquait. Elle justifiait. Elle disait qu'elle avait paniqué quand j'étais parti. Elle disait que l'histoire de la cure avait commencé comme un pieux mensonge qui avait grandi. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. Et puis, à la page 3, elle a écrit « J'essayais juste de protéger cette famille ». J'ai lu cette phrase 2 fois. Protéger cette famille. La même famille qui a dépensé 40 000 € de mon héritage pour l'entreprise en faillite de Derek. La même famille qui a dit à 60 personnes que j'étais une toxicomane. La même famille qui n'a jamais décroché le téléphone pour me le demander directement. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe. Je n'ai pas répondu. Margot est venue à Berlin cet été-là. Nous nous sommes promenés le long de la Spree et avons mangé une glace près de l'île au musée. Elle m'a dit que Dorothy ne parlait plus à Diane, que Franck avait envoyé à Diane une lettre de sa part, courte et peu aimable, et que la femme de Derek avait commencé à poser des questions sur le fonds en fiducie. L'argent de la fiducie était remboursé lentement, 5 000 € chaque trimestre. Mon avocat gérait ça. Je ne suivais pas les paiements. J'avais construit quelque chose qui valait plus que 40 000 €. J'avais construit une vie qu'elle ne pouvait pas toucher. J'ai 32 ans maintenant. Je vis à Berlin. Je dirige une entreprise qui déplace des colis dans 11 pays,
Ce qui est une chose étrange pour une fille d'une petite ville de Géorgie, qui avait l'habitude de dîner en silence pendant que sa mère comptait les trophées de son frère. Certains soirs, je m'assois sur mon balcon et je tiens la montre de poche de Ruth. Le laiton est devenu chaud et terne avec l'âge. L'aiguille des secondes ne bouge toujours pas. Mais je la remonte quand même, car le cliquetis me rappelle un mardi après-midi dans un garage qui sentait le papier mouillé et le café, et une femme qui m'a dit que rien n'était trop beau pour moi. Si les personnes qui vous ont élevé ont besoin que vous soyez brisés pour que leur histoire ait un sens, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour vous-même est de sortir de cette histoire et d'écrire la vôtre. C'est mon histoire. 2 ans de silence, 14 lettres de pitié, et une couverture de magazine qui a dit tout ce que je n'ai jamais eu à dire. Si cela vous a rappelé que votre vérité n'a besoin de la permission de personne, partagez cette vidéo, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine.